Bonsoir et bienvenue dans cette édition de ce vendredi 26 août. Voici les titres. Politique, alors que les conseillers de la Nouvelle-Calédonie procéderont au renouvellement annuel des instances du Congrès mardi prochain, l'éveil océanien confirme son soutien aux candidats indépendantistes. Un choix annoncé ce matin en conférence de presse. Les détails dans quelques instants. La SLN s'apprête à accueillir la CAT, la centrale accostée temporaire, pour l'installation de cette infrastructure qui remplacera la centrale électrique B. Plus de 50 entreprises locales ont participé aux travaux. Visite du chantier ce soir qui permettra à la société minière de répondre aux inquiétudes de l'association environnementale EPLP. Dans le cadre du mois du patrimoine, l'invitation au voyage dans les patrimoines culturels calédoniens se poursuit. Parmi les trésors à découvrir, la cathédrale de Nouméa. L'édifice classé au monument historique nous est présenté par l'association La Cathédrale Notre Patrimoine. Un avant-goût de cette activité à la fin de ce journal. L'éveil océanien dit non aux loyalistes alors que l'élection du président du Congrès se déroulera mardi prochain. La formation charnière sur l'échiquier politique calédonien se positionne pour le candidat indépendantiste. Un choix en faveur de la stabilité et des réformes importantes à mener. Du côté des loyalistes, on pointe du doigt des arrangements politiques sur un possible accord de stabilité passé entre l'UNI, l'UC et l'éveil océanien. Peut-être une ultime tentative d'inverser la situation. Les explications de Océane Dacunha. Le partage des institutions, ce ne sera pas pour cette fois. L'éveil océanien, faiseur de majorité, se range encore cette année derrière les indépendantistes pour réélire Rocco Amitan à la présidence du Congrès. Sauf retournement de situation, donc, le Congrès et le gouvernement resteront à majorité indépendantiste. Un choix en faveur de l'adoption des réformes urgentes, selon l'éveil océanien. Ça fait 3 ans que nous existons et nous avons bien vu que la majorité indépendantiste, l'UC Uni, est plus stable que la majorité dite loyaliste. On l'a bien vu ces derniers temps. En 2019, vous avez bien vu, il y avait la formation Avenir en confiance qui s'était mise ensemble contre Calédonie Ensemble. Ensuite, l'année dernière, lorsque nous avons voté le renouvellement du Congrès, il y a eu une scission au sein même de l'Avenir en confiance. On voit bien qu'il y a une fragilité. Et aujourd'hui, le pays n'a pas besoin de cette fragilité, elle a besoin d'une stabilité. Et c'est vrai que la majorité indépendantiste est plus stable dans les faits que celle des loyalistes. Une stabilité qui a quand même été remise en question à l'élection du président du gouvernement, avec une scission UC-Uni. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, exactement, mais même si cela a pris 5 mois, ils ont quand même réussi à trouver un consensus et discuter ensemble. Mais on le voit bien aujourd'hui au Congrès, lorsqu'on effectue des votes, cette majorité est quand même plus stable que celle des collègues loyalistes. Déjà, c'est pas une surprise. C'est la 4e fois consécutive que l'éveil océanien fait élire Rocco Amitan à la présidence du Congrès. Donc c'est pas une question de respect, de pas de respect ou de relation avec nous. C'est un engagement qui se prolonge, qui s'affiche de plus en plus avec les indépendantistes. Et à moins d'une semaine des élections au Congrès, tous les coups sont permis. Ce document a été rendu public. Il s'agit d'un accord entre l'éveil océanien, l'UNI et l'UC. Le parti s'engage à soutenir la candidature indépendantiste en contrepartie notamment de la présidence de la commission permanente, de frais de représentation et de collaborateurs supplémentaires. La pratique est courante, mais les loyalistes l'assurent, eux font exception. Non, jamais c'est abordé. On a abordé le nombre de membres au gouvernement, on a abordé le fond, comment on discute de la solution de sortie de la Cour de mer, comment on s'organise, et on a parlé de nos projets qui sont différents, encore une fois. Mais moi je suis pas marchand de tapis, c'est-à-dire que mon objectif c'est pas d'être élu à la présidence du Congrès en contrepartie de moyens financiers supplémentaires pour des élus ou des collaborateurs supplémentaires. Mon objectif c'était de reprendre la main sur les institutions, le Congrès et le gouvernement en Nouvelle-Calédonie, pour sortir la Nouvelle-Calédonie dans l'impasse dans laquelle elle est. Selon l'éveil océanien, il s'agirait d'un document de travail. Alors pourrait-il provoquer la surprise lors du scrutin? Réponse mardi prochain lors du dépouillement.
La SLN s'apprête à accueillir la CAT, la centrale accostée temporaire qui vient en remplacement de sa centrale électrique B. Jeudi prochain, l'infrastructure entrera dans la grande rade de Nouméa avant que cette dernière puisse être amarrée sur le quai de la SLN. Plus de 50 entreprises locales ont participé à un chantier à la hauteur d'1 milliard de nos francs. Une véritable course contre la montre pour la SLN et ses partenaires. L'occasion pour nous, pour notre journaliste Duke Menango de se rendre sur place et de constater l'ampleur des travaux réalisés et de questionner la SLN sur les quelques inquiétudes partagées par l'association environnementale EPLP. Regardez. C'est ici même sur ce quai et juste derrière ce pétrolier que la centrale accostée temporaire sera positionnée pendant 3 ans. Mais au 1er septembre, il faudra attendre encore un peu avant qu'elle y soit stabilisée. Elle sera positionnée provisoirement sur les quais du port autonome juste en face. Il ne faut pas que les Calédoniens soient surpris, c'est vraiment provisoire, le temps de décharger le matériel qui vient avec la centrale, c'est-à-dire les ancres et les chaînes, et ensuite le bateau va repartir au large de Nouville pour décharger la CAT. Donc là le bateau va s'immerger, là la CAT va sortir et sera amenée avec des remorqueurs. Une fois prête et les procédures administratives complètes, elle sera donc amarrée sur ce quai. Donc la CAT sera positionnée ici, amarrée avec des amarres en chaîne sur 6 bollards point fixe au sol, sur 8 chaînes en mer et connectées au sol avec 2 passerelles. En plus des travaux de sécurisation de la CAT, cette dernière doit encore être raccordée au four de l'usine. Rappelant qu'elle alimentera aussi le réseau public en électricité. Tout cela est rendu possible grâce à un réseau de câbles électriques de plus d'1 kilomètre et des pylônes comme celui-ci, le plus grand de Nouvelle-Calédonie, 59 mètres pour 59 tonnes. On voit ici la fin des travaux sur le réseau de tuyauterie servant à acheminer 900 tonnes de fioul par jour contre 1000 tonnes pour l'ancienne centrale B. L'utilisation de ce combustible a suscité des inquiétudes environnementales. La centrale accostée temporaire sera plus performante en termes environnementaux, puisqu'on va améliorer son rendement, donc baisser le niveau d'émissions atmosphériques par rapport à la centrale actuelle. Et notamment au niveau des dioxydes d'azote qui sont produits par ces groupes électrogènes, l'urée qui va être produite, l'urée liquide qu'on va fabriquer, va permettre de diminuer cette quantité de dioxyde d'azote et de revenir dans les quantités qui sont prescrites par notre arrêté. Seule la société Car Powership, constructeur et propriétaire de la CAT, maîtrise sa technologie. On se pose alors la question de la dépendance au personnel turc. C'est du personnel turc effectivement qui va arriver avec la centrale pour la mettre en service parce qu'il faut des compétences spécifiques pour démarrer. Et en parallèle, on s'est mis d'accord avec notre partenaire KPS, qui est le propriétaire de la centrale, pour prendre du personnel de la centrale actuelle qui va être arrêtée, du personnel énarcal, du personnel calédonien, qui va être formé et qui va venir remplacer le personnel turc à terme, une trentaine de Calédoniens qui monteront à bord pour exploiter la centrale accostée temporaire. C'est donc près de 60 opérateurs qui attendent la mise en service de cette centrale flottante temporaire, prévue la première quinzaine de septembre. Direction le Festival de l'image sous-marine qui se poursuit à la mairie de Nouméa. L'événement qui nous en met plein la vue chaque année fait la part belle aux animaux sous-marins de tout genre. Une nouvelle édition avec de très hauts niveaux de photographie, tant par leur beauté que par leur technique de prise de vue. Antoine Reist est sur place en compagnie de Jean-Yves Pouedi, président de l'Air Adjoaro et membre du jury. Antoine Reist, bonsoir. Vous nous offrez ce soir une petite immersion dans les coulisses du jury. Oui, bonsoir Aurélie, exactement. Alors ce soir nous sommes au Rex où se déroulent actuellement des conférences et des projections. Voilà, alors nous on a eu le privilège un peu plus tôt dans la journée de faire quelques images dans l'antre un peu des décideurs, des membres de ce jury, des décideurs, pour choisir les bonnes photos. Je vous propose, parce que c'est vrai qu'entre émotion et qualité technique d'une photographie, il est parfois difficile de faire son choix. Donc je vous propose d'écouter Mathieu Firmin, réalisateur et membre du jury également, pour nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'ils procèdent dans leur choix. Ça avait été fait sur Photoshop en fait. Pour choisir les photos, on choisit par élimination. On prend d'abord toute la catégorie. On a 5 catégories. Dans chaque catégorie, il y a entre 20
et 70 photos. Et petit à petit, on dit celle-là, on n'aime pas, on enlève celle qu'on n'aime pas au début. Et petit à petit, on met donc une étoile j'aime. Et à la deuxième sélection, on remet une deuxième étoile. Et celle qui n'obtient pas 2 étoiles s'en va. Et puis une troisième sélection, 3 étoiles. Et à la fin, il nous reste 4 ou 5 images. Et là, on doit en choisir 3. Et ensuite, on doit les classer or, argent, bronze. Donc ce soir, nous sommes avec Jean-Yves. Jean-Yves Pouedy, membre du jury de cette 13e édition. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir. Jean-Yves, dites-moi, vous êtes membre de l'Erandio Aro. Première participation à ce festival. C'est une expérience plutôt agréable, j'ai envie de dire. Première expérience, c'est vrai que je suis novice aussi. Et on apprend beaucoup de choses par contre. Et puis c'est très enrichissant. Et alors Jean-Yves, à l'heure où nous sommes, les dés sont joués, j'ai envie de dire, les choix n'ont pas été trop difficiles, les photos sont enfin sur le podium. Il y a un choix qui est énorme, il y a des belles photos, de beaux films. Ça a été dur de choisir, mais bon, je suis avec des professionnels, donc ils sont là pour aussi nous orienter, mais guider sur les façons, comment les photos, les films sont présentés. Donc très enrichissant. Et alors vous disiez novice, mais vous placez, du coup vous êtes bien entouré, oui, vous placez du côté de... Comment est-ce que vous êtes-vous porté par vos choix? Qu'est-ce que vous avez... C'est quoi? C'est l'émotion? On a laissé la technique aux spécialistes, mais oui. Comment ça s'est passé pour vous? En effet, oui, la technique aux spécialistes, mais c'est ce ressenti, ce regard culturel kanak de l'océan que j'ai porté moi pour amener ma pierre au travail. Ça fait 3 jours qu'on est dessus. Donc c'est cette sensibilité-là que j'ai amenée parce qu'ils avaient besoin de quelque chose d'autre qu'habituel, quoi. Donc c'est cette sensibilité, vision culturelle kanak que j'ai amenée. Et alors justement, il y a une catégorie auteur calédonien. Est-ce que vous avez pu voir de belles choses dans cette catégorie de notre lagon? Ah oui, bon, ça nous fait revenir aussi aux réalités, parce que bon, on ne savait pas qu'on avait de si belles choses. Et quand je dis ça, je pense à des îles éloignées comme Chesterfield, Bellona et tout ça. Donc il y a encore du potentiel, mais il y a aussi des choses à préserver surtout, hein, parce que quand on voit la beauté, la richesse, cette biodiversité exceptionnelle, on ne peut que penser protection, quoi. On pense protection, et alors cet événement de cette envergure, est-ce que ça permet justement de montrer à quel point notre environnement marin est essentiel? Je pense oui, c'est des choses qu'il faut soutenir. Il faut être plus souvent là aussi pour venir dire ces choses-là, parce que bon, il y a cette beauté-là qu'il faut préserver à tout prix, hein. Il n'y a pas d'autre mot. C'est ce qui a été, les productions qui ont été faites ici là au niveau photo et film sont d'une qualité exceptionnelle, hein. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Je pense que il faut soutenir, mais il faut surtout porter ce message-là au-delà de nos récifs aussi, pour que envers les grands de ce monde, ceux qui commandent, ceux qui sont dans les grandes décisions, de faire attention à ce qu'on va faire pour demain dans l'océan, quoi. Donc c'est un message qui est très très fort. Jean-Yves, je reviens au concours. Vous pouvez nous dire un peu quelles sont les photos primées? Non, je n'ai pas le droit de le dire. C'est demain, ici, à même endroit, hein, à 18h, ça va être la remise des prix. Donc, il faudra venir demain si vous voulez savoir qui c'est, puis en profiter aussi, parce qu'il y a, comme toute la semaine, il y a des projections, il y a des belles choses à voir, en tout cas. Voilà. Merci Jean-Yves. Merci à vous. Voilà Aurélie, écoutez, pour tous les amateurs de ces sublimes photos, rendez-vous aussi à la salle d'honneur de la mairie demain, ça continue toute la journée. Et comme l'a précisé Jean-Yves, à ceux qui souhaitent connaître la remise des prix et les lauréats, c'est demain soir à 18h au Rex. Voilà Aurélie, on fait comme ça. Merci Antoine Ress. Bien tenté d'avoir essayé de nous avoir les informations pour les photos, mais il faudra attendre demain. Et pendant que le monde sous-marin nous est dévoilé, les Calédoniens sont aussi invités à découvrir ou redécouvrir les différents patrimoines matériels et immatériels du pays. Différents lieux à visiter pendant le mois du patrimoine qui se poursuit jusqu'au 18 septembre. Parmi ces trésors culturels, la cathédrale de Nouméa, construite en 1908. Cet édifice est un incontournable monument historique. Une visite guidée est organisée demain à 8h. Voici un avant-goût de ce qui vous attend avec Marie-Gwenaëlle Goé. Point de vue,
De rendez-vous ou de rencontres, la cathédrale de Nouméa est l'un des lieux de culte les plus anciens du pays. Mise à l'honneur cette semaine, elle fait l'objet de visites organisées par l'association La Cathédrale Notre Patrimoine. Ça permet aux gens de s'approprier l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. La Calédonie a été une terre de bagne et beaucoup de bannières ont participé à l'élaboration de cet édifice religieux. Construite sur les plans des églises gothiques du XIXe siècle, elle est le résultat du projet de rassembler 1000 fidèles. Nous sommes alors en 1880. En 1908, le père de Fenouil cherche à orner le lieu de culte. Il fait construire la chaire et l'orgue qui se fait entendre de tous. Et il l'a fait. Il l'a commandé à un facteur d'orgue tout à fait prestigieux. Il n'a pas été chercher le dernier, hein. Il a été chercher le meilleur. C'est plus qu'un objet, c'est un partenaire. Et celui-là accompagne ma vie depuis 35 ans maintenant. L'orgue de la cathédrale a été emmené pièce par pièce de France, puis monté à Nouméa avec pour seule notice de fabrication le talent des artisans. Pour les croyants ou les curieux, l'orgue fait partie des trésors que cache la cathédrale de Nouméa. Pour les intéressés, la bâtisse racontera son histoire demain matin. Passons maintenant à cette journée du 26 août dédiée à nos fidèles compagnons à quatre pattes. L'occasion pour nous ce soir de revenir sur l'histoire de ces chiens qui ont marqué les mémoires par leur courage, leur dévouement et leur loyauté. Un reportage de Stéphanie Marlier. De bien des manières, le meilleur ami de l'homme a marqué l'histoire. Pour Balto, chien de traîneau, un husky sibérien, ce fut de sauver la petite ville de Nome en Alaska d'une épidémie de diphtérie qui engendra la mort de plus de 15 000 personnes. Balto mena l'un des attelages conduits par Gunnar Kaysen en 1925. Véritable course contre la montre de près de 900 km, malgré les conditions extrêmes, ce trajet baptisé la course au sérum fut effectué en un temps record, soit en 5 jours et demi. Balto décéda en 1933 à l'âge de 14 ans. Élevé au rang de héros du Grand Nord, plusieurs films ont raconté son exploit. Il est également le seul chien à avoir sa statue à Central Park à New York. Une belle manière de rendre hommage à l'esprit invincible des chiens de traîneau. L'homme doit beaucoup aux animaux, que ça soit sur terre ou dans le ciel. En effet, avant qu'ils ne puissent prendre le chemin des étoiles, depuis 1947, des animaux y ont été envoyés pour l'aider à conquérir l'univers. Une série de drames va s'en suivre, mais la conquête spatiale étant à cette époque un enjeu majeur de la guerre froide, les vols habités par des animaux ont donc été maintenus. Ainsi, en 1960, l'URSS envoie une véritable arche de Noé pour la mission Sputnik 5. Les chiennes Belka et Strelka font partie du voyage. Les animaux ont passé plus de 25 heures dans l'espace et firent 17 fois le tour complet de la Terre. La mission est un véritable succès, les animaux rentrent sur Terre sains et saufs. Et en avril 1961, Yuri Gagarin devient le premier être humain à avoir effectué un vol dans l'espace. Enfin, comment ne pas vous parler de Hachiko, celui que l'on surnomma Shuken, c'est-à-dire chien fidèle. Fidèle envers son maître décédé qu'il attendit pendant 9 longues années, tous les soirs à la station de train de Shibuya à Tokyo. Véritable symbole de loyauté et de dévouement, en 1934, une première statue en son honneur a été érigée à l'endroit exact où il attendait son maître. En 1935, Hachiko décéda. Il fut empaillé et conservé au Musée national de la nature et des sciences à Tokyo. Le reste de sa dépouille fut enterré à côté de la tombe de son maître. Hachiko est aujourd'hui le chien le plus vénéré du Japon. Il est un parfait exemple de l'amour inconditionnel qu'un chien peut avoir pour son maître. Cette histoire nous rappelle qu'un chien est un être vivant et pas un jouet. Quand on adopte, on devient responsable.
Votre soirée continue sur Calédonia. À suivre votre émission Yes Weekend. Mathieu Le Barbier reçoit ce soir Sly, l'artiste guadeloupéen de Zouk. Puis à 21h, à découvrir un documentaire nommé Diana, l'envers de la couronne, un film qui nous fait revivre sa vie tumultueuse, faite de tiares au goût amer, de paparazzi avides, de trophées et de ménages à trois déchirants. Demain, c'est Océane Zobler qui vous donnera des nouvelles du Pacifique. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir choisis ce soir pour vous informer. Belle soirée à tous.